Je déclare la séance ouverte et je vous propose de donner comme secrétaire de séance M. Arnaud. Qui c'est qui n'est pas d'accord? Tout le monde est d'accord, donc ensuite l'appel. M. Bompard, Jacques, présent. M. Bompard, Yann. Présent. Madame Galma, Marie-Thérèse. M. Sabon-Denis. Madame Agmilière, Joël. M. Pazero, Jean-Pierre. Madame Boudier-Muriel. M. Argenson, Jonathan. Madame Marsat, Marcel. M. Bourgeois, Claude. Madame Gaspard, Catherine. M. Beguelet, Armand. M. Bouilly, Michel. M. Dupont, Patrice. Madame Lagier, Christiane. Je l'ai vu. Madame Jouffre, Christiane. M. Page, Patrick. Madame Grabner, Chantal. M. Marco, Xavier. M. Boudier, Jean-Michel. Madame Roche-Steiner, Marion. Elle donne le pouvoir à M. Pazero. Madame Esterman, Lopez, Christine. M. Marquestot-Pierre. Madame Laurent Marie-France me donne le pouvoir. Madame Andrés Valérie, qui a le pouvoir de M. Argenson. Non, c'est Aline. Madame Landry Aline, qui donne le pouvoir à M. Argenson. M. Henri Nicolas, Madame Benec Céline, donne le pouvoir à Marc Andrés. M. Vaton Bernard, M. Laroyenne Gilles, M. Mme Normand Carole, Normandie Carole, Mme Soliméo Déborah, M. Sap, vous les marquez absent, hein? Madame, M. Salignac Patrick, donne voir Mme Aloïs, qui est présente. Mme Aloïs Fabienne présente et Mme Cueriani présente. Alors, vous avez vu les signataires du procès verbal sommaire de la séance du 4 décembre 2020. Je vous demande de l'approuver. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Le dossier, le procès verbal sommaire est accepté. Oui. Je voudrais faire une courte intervention sur les événements du conseil municipal. C'est pas du tout cohérent, mais volontiers quand même. Vous voulez la parole ici derrière, s'il vous plaît? Vous voulez la parole aussi? Mais bien volontiers. Monsieur le maire, permettez-moi d'être surprise que l'agent qui est chargé de la tenue du conseil municipal, de l'élaboration de son ordre du jour, de sa convocation, de son compte rendu, n'ait pas été remplacé après son départ en retraite. Je suis surprise que ce soit un agent de la CCPRO qui a signé désormais cette émission, en plus de sa charge de travail habituelle. Ce non-remplacement conduit à une désorganisation des travaux du conseil municipal. Les dates du conseil municipal sont censées changer. Nous sommes informés par la presse d'une nouvelle date de réunion. Nous ne recevons plus de convocation par courriel et les demandes de documents que j'ai pu vous faire auprès de vous sont restées sans réponse alors que nous doivent venir sans délai certains papiers à l'employeur. Les ordres du jour et les comptes rendus sont plus reliés. Nous recevons des paquets de feuilles volantes rendant difficile la conservation. Les conditions ne sont plus remplies pour que les conseillers municipaux puissent siéger et exercer leur mission dans des conditions démocratiques normales. Donc je vous demande, monsieur le maire, si vous avez l'intention de recruter un agent pour assurer les travaux du conseil municipal. Alors, monsieur le maire, je ne vais pas m'amuser comme mes collègues le font par voie de presse sur les échanges, je te dis, je m'as dit. Moi, je vais juste formaliser une seule question, en espérant que vous m'apporterez une réponse. C'est quel est l'argument qui vous tient tant à cœur pour planifier les séances du conseil municipal à 9h du matin? Les séances du conseil municipal à 9h du matin. Plus d'autres questions là-dessus? Quelqu'un de la majorité veut répondre? Yann? Je veux pas Oui, bonjour à tous. Alors, monsieur le maire, chers collègues, madame Aloïs, je réponds à votre question. Non, il y a une erreur d'interprétation.
Effectivement, Suzanne Davonfoulan est partie en retraite, mais elle a été remplacée par des agents qui sont en partie mutualisés, mais qui restent quand même des agents communaux, donc il n'y a pas de recrutement fait, puisque justement on est même nombre d'effectifs sur la gestion de la séance. Je crois que j'ai répondu à votre question. Il y avait un autre point. La plus organisation totale, c'est... Non, l'organisation totale, ça c'est votre point de vue, et ça vous regarde. Madame Claire, sur les questions sur les relatives à 9 heures, je suis toujours un peu surpris de cette opposition à cet horaire, parce que vous avez, je le rappelle, par 2 fois on a été contre au départemental, et si vous aviez gagné, vous auriez eu à siéger le vendredi à 9 heures. Par exemple, nous, tous les mois, une fois par mois, une fois tous les 2 mois à minima, nous siégeons vendredi à 9 heures. Si jamais un jour vous êtes candidate à l'élection régionale, vous serez amené à siéger toute une journée au conseil régional. Madame Amoui ne pose pas cette question justement du fait de l'expérience, mais elle sait très bien que voilà, c'est comme ça, c'est le président ou le maire qui décide de l'horaire auquel elle est convoquée. Je fais une petite aparté parce que effectivement ça a semblé relever d'être un intérêt local sur la question du déplacement. Je vais donner juste un exemple très clair pourquoi cette séance a été déplacée. C'est parce que la semaine passée, ou peut-être la semaine d'avant, je ne sais plus, vous êtes venu vous-même en mairie vous plaindre parce que vous n'aviez pas été convoqué en bonne uniforme. Je suis passé, vous étiez en train d'aller voir l'agent, vous êtes passé derrière son bureau, elle avait été particulièrement choquée, elle les a appelés derrière parce que le respect des gestes barrières pour elle ou pour l'agent n'a pas été respecté par vos soins. Donc du coup, on a dit, puisque Mme QL est au courant, et comme M. Magnan ne vous avait pas donné vos coordonnées en partant, c'est bien, on va faire les choses bien. Donc le deuxième déplacement, c'est fait pour faire attention à ce que vous soyez bien présents, parce qu'effectivement la dernière fois vous n'étiez pas là, et donc du coup on essaye de faire en sorte que tous les conseillers municipaux de position soient là. Je pense non, que je suis non pas parce que j'ai reçu la convocation le lundi par mail. C'est ce que vous avez dit à l'agent. L'objet de ma venue en mairie, c'est que ça fait déjà 2 fois pour 2 séances du conseil municipal que les documents qui doivent m'être laissés à disposition dans la boîte aux lettres n'y sont pas. D'accord ? Et d'ailleurs, j'en profite par la même occasion pour vous demander de mettre mon nom sur la boîte aux lettres en bonne et due forme également. Je vois que vous avez de gros problèmes. On mettra le votre nom sur la boîte aux lettres, il n'y a pas de problème. Oui, ouais, c'est bon? Parce que là, du coup, je fais des bêtises en plus. Mouiller les dossiers. Alors, on va peut-être oui, vous me perturbez beaucoup. Bon, je vais peut-être finir mon introduction. J'avoue que ces questions importantes qui ont dû nous empêcher de dormir depuis longtemps auraient pu attendre, par politesse, que j'ai fini d'ouvrir la séance, ce qui n'est pas le cas. Mais on fait avec ce que l'on a. Donc, vous avez aussi reçu les décisions du 4e trimestre 2020. Vous avez été également destinataire de l'arrêté préfectoral imposant la réalisation d'une analyse de risque, accompagnée de mesures compensatoires compte tenu du non-respect de l'échéance prévisionnelle de mise en conformité des installations de protection contre les effets de la foudre et visée par l'arrêté de mise en demeure du 19 juin 2019, applicable à la société Isovert Saint-Gobain. Et vous avez vu la liste des mises à disposition du personnel à intervenir, ceux qui auraient peut-être évité de poser la question dont vous aviez déjà la réponse. Par ailleurs, une feuille pour indiquer le sens des votes pour les dossiers présentés a été déposée sur vos tables. Merci de la remplir et de la laisser en fin de séance sur vos tables. Les secrétaires se chargeront de les récupérer. Maintenant, on va passer au dossier numéro 1. On sollicite l'avis du conseil municipal pour la dénomination de commune touristique pour la ville d'Orange. La dénomination commune touristique doit faire l'objet d'une demande auprès de la préfecture après approbation du conseil municipal. Les communes qui mettent en œuvre une politique de tourisme qui offre des capacités d'émergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiée au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques.
En outre, des conditions de fond sont mentionnées à l'article R 133.32 du Code du tourisme. Peuvent être nommées communes touristiques les communes qui disposent d'un office de tourisme classé compétent, organisent en période touristique des animations, disposent d'une capacité d'hébergement suffisante. Il doit demander au conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à solliciter la dénomination de commune touristique et l'autorité du maire à signer les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Allez-y. Alors, monsieur le maire, j'ai l'impression sur ce dossier sur cette délibération, vous vous trompez de dossier. Les Orangeois ne doivent pas oublier que notre ville a perdu son label de ville d'art et d'histoire. Si je m'en réfère à l'article paru en mars 2014, vous disiez, je cite, « Si la ville a perdu son label de ville d'art et d'histoire, faute du poste d'animateur qualifié exigé par le ministère, Jacques Bompard est certain que, ouvrez les guillemets, les Orangeois sont en point de coquillard. » Dixit, Jacques Bompard. Alors, à l'heure actuelle, je me dis, comment se fait-il que Carpentras et le label de l'art et d'histoire, quel union était admis aussi, pour décrocher également ce label prestigieux. Et je me demande si le train n'en cache pas un autre. Pourquoi? Parce que, en faisant ce que vous faites, j'ai l'impression que la finalité, en obtenant la dénomination de commune touristique, qui va être après validée par le préfet pour un délai de 5 ans, donc au-delà des avantages que ça procure à la commune et à ses habitants, sur la santé publique, la sécurité intérieure, etc., derrière, il y a une conséquence cachée. Et je ne me demande pas si c'est pas un petit peu vicieux. Cette conséquence cachée, c'est qu'une fois qu'on est commune touristique, on va pouvoir devenir et demander l'appellation station de tourisme, où là, vous allez avoir personnellement une conséquence et un intérêt personnel qui est la révision des indemnités des élus. D'accord? Et je me demande, mais pourquoi ne pas vouloir reprendre le label Ville d'art et d'histoire et de nous étouffer avec ce label commune touristique? Pour ma part, je ne m'opposerai pas le label Ville d'art et d'histoire et le label commune touristique. Je pense que Orange a besoin des deux. Je m'étais fait la même remarque que ma collègue à propos des villes classées qui permettent effectivement de revaloriser les indemnités des élus. Puis je me suis dit, pourquoi intervenir là-dessus? Parce que peut-être que dans quelques mois, le maire n'en touchera plus d'indemnités. Une fois que le jugement sera connu le 25 mars prochain. Donc, revenir tout simplement sur le fait que oui, je suis favorable à ce que la ville d'Orange obtienne le classement commune touristique, comme je suis également favorable aussi à ce qu'on réintègre le label Ville d'art et d'histoire. C'est important d'obtenir ce label parce qu'en fait, il en va de la valorisation de notre ville, en identifiant à un office de tourisme compétent, à une capacité d'hébergement en nombre et à un bon niveau d'animation. Permettez-moi, puisqu'en fait, ça s'intègre parfaitement sur le label Ville d'art et d'histoire, de saisir ce dossier pour vous interpeller sur vos déclarations publiques du mois dernier qui ont un lien direct avec le tourisme. Vous avez renoncé sans explication à réaliser le musée que vous prévoyez diriger entre Fourchelière et l'Arc de Triomphe. C'est totalement incompréhensible. C'est un beau projet visant à valoriser notre patrimoine historique et archéologique, dont une partie reste inaccessible au public. C'est un projet important pour l'attractivité touristique de notre ville. Vous semblez opposer le parcours patrimonial en centre-ville au musée de la Romanité dans la ville de l'Art, alors que ces deux projets ne se concurrencent pas, mais se complètent. Je trouve au contraire qu'il serait extrêmement positif d'avoir un parcours touristique dans la ville qui relie le nouveau musée de la Romanité au musée actuel qui pourrait devenir le musée du Moyen-Âge de la principauté, lien qui serait fait avec les différentes étapes du parcours patrimonial que sont le cloître Saint-Florent, l'hôtel-Dieu, la maison de Raphaël et le bâtiment de ville. Alors en fait,
pouvez-vous nous dire, monsieur le maire, les raisons qui vous amènent à renoncer au projet d'un nouveau musée alors que vous indiqué dans votre programme? Car il me semble une fois de plus que vous poursuivez la stratégie d'avance de projets qui ne verront pas le jour. Est-ce que quelqu'un prend la parole dessus? Oui, s'il vous plaît, monsieur le maire. Merci, chers collègues. Alors, il y a un proverbe qui dit qu'on juge les choses par rapport à son soi. Effectivement, que le Rassemblement national et que les communistes nous disent « Ah, vous faites ça pour les indemnités », alors que vous nous l'apprenez, c'est assez passionnant. C'est au moins ce qui vous motive dans la carrière politique. Ça, c'est la première chose. Soyez poli, mesdames et messieurs, d'avoir l'histoire des gens et d'avoir la confiance de votre tête de liste. Ça, c'est la première chose. La deuxième, donc non, là, je vais vous mettre dans le secret des dieux, qui n'en est pas ça. C'est très clair, en fait, c'est le président de l'Office de tourisme intercommunal, M. Claude Avril, maire de Châteauneuf, qui est venu voir le maire d'Orange en lui disant « Ça y est, on a tous les critères pour solliciter cette demande, je pense qu'il faut qu'on le fasse ». Et je crois que vous étiez présente, madame Avril, on a déjà passé la même délibération au conseil communautaire. C'est une idée, et une bonne, tout à fait, et c'est une idée et une bonne idée de Claude Avril, parce qu'on est la seule commune à Interco à rentrer, à pouvoir demander ce critère. Ça, c'est la première chose. Madame Cuer, mettre en avant Carpentras et Avignon quand on est RN. Entre nous, c'est une catastrophe. Vous pensez à Est-ce qu'on vous a laissé parler? Est-ce que par hasard on vous a coupé? Est-ce que par hasard on vous a coupé? Bon, donc non, c'est pas très gentil avec les collègues. C'est pas très sympa. Bon, et puis surtout, quand on voit l'état de Carpentras et d'Avignon, mettre en avant Carpentras et Avignon, même si vous n'êtes pas RN, de loin, vous êtes encore de droite ou pas? Je ne sais plus, moi. Vous n'êtes plus RN, bon. Donc du coup, mettre en avant une commune socialiste et une commune en marche, quand on est supposé de droite, moi je ne comprends plus rien. C'est une marmelade qui m'échappe, surtout quand on se balade un peu dans ces deux communes et quand on voit comment elles sont sinistrées. Bon, mais libre à vous, hein, vos collègues l'apprécient. Alors ça, si madame, sur la question du site unique, mais je crois que le maire vous a répondu dans une précédente séance, on est parti d'un site effectivement unique et qui était beaucoup trop coûteux, je crois que c'était 10 millions d'euros, à un parcours multi-site de musée. Et effectivement, sur les lieux que vous avez dit et qui doivent être mis en avant, sauf que effectivement, des choses qui ne se font pas en 6 mois, je pense que vous pouvez en être tout à fait conscient. Quant à parler de la condamnation du maire, moi, à votre place de part, je serais prudente. Parce que pour des faits beaucoup plus graves et qui concernent un élu socialiste, d'une part, la presse n'est pas venue voir ce qui s'était passé en appel. Je vais le citer, hein, parce que si j'avais mon département, c'est Max Raspail. Et là, ces enfants avaient directement eu leur terrain acheté par l'Interco dont Max Raspail était président. Il était président et il est toujours président du syndicat d'électrification vauclusienne. Et il n'a eu que du sursis en première instance et une légère amende en appel. Et là, je n'ai pas vu un journaliste de la Provence du Vaucluse ce matin annoncer la date 6 mois avant, la réannoncer 48 heures avant et faire un compte rendu de l'audience. Il n'y avait pas de journaliste pour M. Raspail. Allez savoir pourquoi. Là, certes, peut-être que la presse a voulu mettre une pression supplémentaire pour être sûr que. Moi, je vous dis à l'audience, je trouve que ça s'est plutôt bien passé et je pense que vous risquez d'être très déçus du résultat. Maintenant, je ne m'y avancerai pas. Cela dit, je note que, on choisit ses batailles. Je crois que pour ma part, j'ai répondu à vos questions. Alors, je vais un peu compléter tout ça. D'abord, une première chose. Si mon souci premier était les fins de mois, je serais resté député et je rapporterais à la mairie d'Orange. Parce que les revenus ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est le premier point. Deuxième point. C'est vrai qu'il y a des maires qui se votent dès qu'ils sont investis des augmentations de salaire. Hein. D'ailleurs, les maires RN sont devenus célèbres pour cette remarque. Donc vous êtes un peu mal placé pour donner des leçons. Ensuite, très clairement, je me tourne vers le secrétaire général. Est-ce que si la ville d'Orange devient ville touristique, est-ce qu'il y a une augmentation des indemnités du maire? Je ne l'avais pas prévu, celle-là. Je vous l'avoue. Est-ce que notre juriste peut nous répondre? Ce qui est intéressant de savoir, c'est si le DG obtient aussi une augmentation. Ça nous permettrait. On va vérifier. Non, mais moi je crois avoir posé la question et je crois qu'on m'a donné la réponse.
c'est que c'est quelque chose qui existait mais qui n'existe plus. Mais on va le contrôler. Mais moi j'avais entendu parler de ça, je me suis renseigné, et ça ne fonctionne pas. Mais on vous donnera la réponse, pas la vôtre. Parce que je pense que vous manquez de compétences. Hein. Je crois que vous manquez de compétences. Donc on n'a pas besoin d'étaler ça pour faire de la confiture. Mais on vous donnera la réponse écrite. Mais c'est vrai que si c'était le cas, on étudierait la question. Mais si on le garde, si on le garde pas. Voilà, je suis d'accord avec. Voilà. Donc ce délicat dossier de soucis des indemnités étant passé, reste une question un peu plus intéressante, hein, et plus professionnelle, comme c'est souvent le cas dans ce qui concerne la Malawi. C'est pourquoi abandonne-t-on le musée du Fourchelier? Alors on a étudié ce Fourchelier dans un contexte qui était celui qu'il était. Aujourd'hui le contexte a changé. Hein, d'abord, il y a le Covid qui est là, et on ne sait pas pour combien de temps il sera encore. Et puis ensuite, il y a les devis qu'on nous a présentés. De mémoire, je crois que c'est un devis de 50 millions. Entre 35 millions et 50 millions. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent, d'autant que l'on sait que le fonctionnement coûte 10% par an de l'investissement, classiquement. Ce qui fait un fonctionnement annuel de 3,5 millions à 5 millions. Ça fait beaucoup d'argent. Je suis désolé de dire que ça fait beaucoup d'argent. C'est vrai qu'on peut monter les impôts, parce que si on vient à avoir un grand musée, c'est pas compliqué, hein, on monte les impôts et puis on a le musée. Mais ici, tant que je suis là, on ne fonctionne pas comme ça. Donc on a réfléchi avec les services et on s'est dit que peut-être la création de plusieurs musées dans des sites que nous avons, dont nous ne savons peut-être pas trop quoi faire, leur remise en état ferait que le circuit culturel serait fait d'évidence et probablement pour un coût moindre, pour une efficacité supérieure. Donc, quand on peut mieux faire pour moins cher, bêtement, on n'est pas le faire. C'est vrai que c'est pas de cerveau distingué anarchien, mais c'est plus populaire. Nous, on est là pour défendre le peuple, non pas pour l'embêter. Donc, on étudie actuellement à combien coûterait la réhabilitation des 4 sites qui ont pour vocation à Orange de faire de la muséographie et de l'action touristique et culturelle, et quand on aura la réponse, on attendra. Mais pour le moment, c'est une orientation, il n'y a rien de décidé, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on n'abandonne pas forcément le site de Fourchelier, parce que le site de Fourchelier, c'est celui d'un cimetière romain, qui est, à mon avis, d'une grande qualité. Mais au lieu d'en faire le musée, on pourrait peut-être simplement le couvrir de manière à pouvoir mettre en muséographie ce cimetière romain. Voilà, je crois qu'on a répondu. Hein, et on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous remercie. Le dossier suivant. Bien bon pas. Alors, adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Alors, le règlement intérieur du conseil municipal complète les dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement de l'assemblée locale. Il a pour but de faciliter l'exercice des droits des élus au sein de l'assemblée délibérante. Il porte sur des mesures concernant le fonctionnement interne du conseil municipal. Si les membres du conseil définissent librement le contenu de leur règlement intérieur, certaines dispositions doivent obligatoirement y figurer. Celle fixant les modalités de consultation des projets de contrat de délégation de services publics et des marchés publics, article L 2121-12 alinéa 2 du CGCT. Celle fixant le régime des questions orales formulées par les conseillers municipaux en cours de séance, article L 2121-19 du CGCT. Celle fixant les modalités du droit d'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin d'information générale de la commune, article L 2121-27-1 du CGCT. Celle fixant l'organisation du débat d'orientation budgétaire, L2312-1 alinéa 2 du CGCT. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter le règlement intérieur du conseil municipal tel qu'annexé et autoriser M. le maire à signer des documents relatifs à ceci.
Madame Amélie. Sur ce dossier, donc, à mon sens, le règlement intérieur devrait intégrer les règles de vie démocratique du conseil municipal, mais aussi le droit d'expression des conseils municipaux, et donc des élus minoritaires, ainsi que les principes de démocratie participative inscrits dans le Code des collectivités territoriales. C'est donc à partir de cette vision que je formulerai quelques remarques et propositions, en prenant en compte le fait qu'au-delà des principes généraux, régulièrement, vous faites la démonstration, monsieur le maire, de vouloir limiter la liberté d'expression des élus minoritaires. C'est pour cette raison que je vous propose de s'inscrire de nouveaux paragraphes, de mentionner 2 décisions de jurisprudence dans la partie réservée à l'organisation des débats et à la partie réservée à l'expression des élus, pour ainsi ramener de la sérénité dans les débats du conseil municipal. En effet, chaque fois que je souhaite intervenir une 2e fois dans le débat sur un même dossier, vous me refusez ce droit. Il s'agit là d'une limitation abusive de mon droit d'intervention. En effet, la Cour administrative d'appel de Versailles, dans sa décision du 30 décembre 2004, a jugé qu'en approuvant une disposition du règlement intérieur interdisant à un conseiller de parler plus de 2 fois sur la même question avec une limite de temps de parole total de 6 minutes, le conseil municipal avait méconnu le droit à l'expression des conseils municipaux. D'autre part, ma liberté d'expression, comme celle de mes collègues de l'opposition, est régulièrement entravée. En effet, aucune loi autorise la majorité municipale à commenter les tribunes de l'opposition comme vous le faites dans les bulletins municipaux. Ces commentaires portent un préjudice aux élus d'opposition dans la mesure où ils ont pour objet d'apporter une contradiction systématique à l'expression de la minorité, d'entraver la liberté d'expression des élus minoritaires, de créer une inégalité alors que le principe d'équité entre groupes politiques doit prévaloir. Cette entrave est reconnue par le jugement de la Cour d'appel de Douai contre la ville de Tenay-Beaumont. C'est pas très surprenant. Sur la présentation générale du règlement intérieur, je vous propose, monsieur le maire, de créer un nouveau chapitre qui s'intitulerait démocratie participative. Ce nouveau chapitre intégrerait les dispositions législatives permettant d'associer les citoyens à la gestion des affaires de la commune. Je veux parler du référendum local, ou du droit de pétition, qu'on appelle aussi consultation pour avis des électeurs. Ce serait une façon de répondre, de façon partielle certes, à la revendication des Gilets jaunes dans le cadre de ce que permet la loi. Je terminerai mon intervention par des remarques sur la façon dont vous concevez la liberté des conseillers municipaux, la liberté d'expression. À la page 10, sur le chapitre consacré aux questions orales, vous écrivez à l'alinéa 6 et 7 « En outre, il ne peut s'agir d'un discours adressé à l'opinion publique, mais bien d'une demande d'explication qui concerne le maire en sa qualité d'organe exécutif ou l'élu désigné du secteur concerné. Il est précisé que ces questions ne peuvent pas constituer des propositions de décision. Je vous rappelle, monsieur le maire, que les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune, sans que ces questions se limitent à des demandes d'explication. De plus, dans la mesure où le conseil municipal est public, que vient faire l'appréciation, il ne peut s'agir d'un discours adressé à l'opinion publique. Donc, à mon sens, ces alinéas doivent être supprimés, car ils visent à encadrer les questions orales qui doivent être librement choisies par le conseiller municipal dans un cadre défini certes, celui des affaires de la commune. Si j'ai conscience que la réponse du maire à une question orale ne peut en aucun cas s'apparenter à une décision, et là je suis d'accord avec vous, il n'est pas possible de considérer que la question orale d'un conseiller municipal ne puisse pas déboucher à terme sur une proposition de décision. Cette façon d'encadrer la question orale vise à ne pas reconnaître aux conseillers municipaux le droit de proposition, alors que les modalités mises en œuvre du droit de proposition devraient être précisées dans le règlement intérieur. Il en est de même pour le droit d'amendement. Ce droit est inhérent au pouvoir de délibérer. Chaque élu devrait pouvoir exercer ce droit d'amendement sur les délibérations portées à l'ordre du jour. Le conseil municipal devrait réglementer ce droit dans ce règlement intérieur, sous réserve de ne pas porter atteinte à son exercice effectif. Un jugement vient conforter ma proposition, c'est la Cour d'appel du 12 février 1998 de Paris. Dernière remarque sur le règlement intérieur.
le chapitre relatif au procès verbal de séance. Il est souhaitable de rappeler que l'absence de document écrit relatant les échanges du conseil municipal est préjudiciable pour deux raisons. La qualité de l'enregistrement vidéo n'est pas toujours au rendez-vous. Deuxièmement, l'ensemble des débats ne sont pas toujours visibles, soit parce que vous donnez l'ordre de ne pas filmer, soit parce que les passages peuvent disparaître, histoire de ne pas nuire juridiquement à certains élus. J'ai des exemples très concrets en tête. Au regard de l'ensemble de ces propositions, et compte tenu que certaines d'entre elles vont faire l'objet d'un arbitrage du préfet, puisque j'avais sollicité le préfet à propos du règlement intérieur de la CCPRO, et que donc, en fait, dans sa globalité, ces deux règlements intérieurs se ressemblent de manière assez importante, et que l'arbitrage du préfet va intervenir dans les prochains jours. Je vous propose de reporter l'ordre du jour, je vous propose de reporter le vote de ce règlement intérieur à un prochain conseil municipal afin que toute partie de nos observations puisse être prise en compte. Merci monsieur le maire pour votre attention. Alors je suis moi-même que ma collègue Fabienne. Moi j'ai déjà une première remarque qui m'a interpellée, c'est que je pensais que le règlement intérieur devait être présenté dans un délai de 6 mois qui suivait l'installation du conseil. Une remarque sur les conditions de forme, c'est l'article 21-21-8 du Code général de collectivité. Ensuite, j'aurais voulu avoir des précisions parce que je me rends compte qu'il y a des articles qui ont disparu par rapport au précédent règlement intérieur. Il y a un article 10 qui était quand même assez intéressant qui concernait les comités consultatifs et les commissions extra-municipales qui n'existent plus. D'ailleurs, sur le précédent règlement intérieur, nous avions 40 articles et puis maintenant nous n'avons plus que 28. Voilà. Ensuite, quelques points de précision sur le paragraphe 4.3 et notamment sur le problème des questions orales. Donc dans le paragraphe 1, l'article 21-19 précise que les questions orales portent sur des sujets d'intérêt communal, mais pas obligatoirement sur des affaires inscrites à l'ordre du jour. Donc je souhaiterais qu'il y ait une modification de ce texte. Dans le paragraphe 3, il est abordé, paragraphe 5, il est abordé que pour porter à la connaissance du maire une question orale, il faut respecter un délai de 2 jours francs. Et vous terminez, dans le texte, il est mentionné que donc ça s'arrête le vendredi, des heures ouvrables, donc je voudrais qu'il y ait une précision dans ce texte sur les heures du vendredi. Est-ce que ça s'arrête à midi ou à 17h? Ensuite, vous abordez également le dernier paragraphe. Qu'est-ce que je vais vous mettre là? Ah voilà, que toute question orale, donc le dernier paragraphe est marqué, il est précisé que ces questions ne pouvant pas constituer des propositions de décision ne seront pas suivies d'un débat et d'un vote de l'Assemblée. Sur les décisions de jurisprudence, il est dit que dans un jugement de 12 mars 1997, le tribunal administratif de Rennes a également considéré comme illégale une délibération d'un conseil municipal prohibant tout débat sur les questions orales. Ainsi, un règlement intérieur ne peut interdire tout débat relatif à une question orale. Concernant le droit d'expression des élus, là nous sommes dans le paragraphe 6.2.2 sur les supports du droit d'expression. Nous abordons dans le paragraphe 3 les moyens qui vont être utilisés par les élus d'opposition. Donc 6.3. Donc dans ce paragraphe-là, il est marqué dans le règlement proposé. Ainsi, afin de garantir la libre expression de tous les élus, groupes ou listes politiques représentés, un espace est réservé dans les supports de communication de la ville, à savoir le bulletin municipal et le site internet de la ville. Le monde a évolué.
Et donc, nous avons également, là aussi, une fois de plus, que le droit d'expression de l'opposition n'est pas applicable donc, à une page Twitter, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un nombre restreint de caractères, mais s'applique maintenant sur tous les sites internet et les pages Facebook de la commune. Donc c'est un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 2 juin 2015. Et enfin, sur le bulletin municipal, donc vous dites qu'effectivement un espace est réservé avec un caractère suffisant, équitablement réparti, mais lorsque nous avons un bulletin municipal d'une trentaine de pages et que nous nous retrouvons tous les membres de l'opposition avec un demi à 4 pour nous exprimer, je me demande si là-dessus nous n'avons pas un manque et une atteinte à notre liberté d'expression. Vous avez fini? Est-ce que quelqu'un a la parole? Oui. Alors, je fais un petit peu le point. Madame Alou, aucune loi n'autorise le commentaire, mais aucune loi ne l'interdit sur les publications du journal municipal. Vous allez sûrement recevoir le journal du département. C'est à peu près exactement pareil. C'est une page A4 divisée en deux, avec un peu moins de 50% pour les Républicains, juste parce qu'ils représentent moins de 50% de l'électorat. Et donc, du coup, c'est fait en proportion de ce qu'on représente. Et ça ne nous viendrait pas à l'idée, dans nos groupes, de demander plus, parce qu'ils ont gagné. Donc, ils ont gagné, et là, on se plie à leurs règles. C'est les vainqueurs. Et si on a là, je rebondis un peu sur ce que dit Mme Buer, si on a des choses à dire sur le Facebook du département, on fait un commentaire. Je ne demande pas une publication au président du conseil départemental, et aucun groupe ne le ferait, et toutes les sensibilités y sont représentées, peut-être même c'est le Vaucluse est un département où sans doute le plus de sensibilité politique est représentée, et ça ne viendrait pas du tout à l'idée d'aucun groupe de demander une publication exclusive sur le groupe Facebook. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, sur les questions que vous soulevez, sur les temps de parole, sur les échanges, vous voyez que, et je pense que ça, c'est quand même d'expérience, on respecte un silence religieux et que l'opposition prend la parole. Ce qui n'est malheureusement pas le cas quand la majorité répond. Donc forcément, ça tend les rapports. Vous faites, je le répète une fois encore, je compare, mais vous faites des choses qu'on ne se permettrait pas de faire devant Maurice Chevalier. Et pourtant, Dieu sait s'il y a des points de désaccord. Et Dieu sait s'il y a aussi des inimitiés entre certains élus. Mais, hormis une élue, on ne se mange pas la parole les uns sur les autres. Peut-être parce que cette assemblée, et même les opposants à la majorité, sont peut-être un peu plus civilisés là-bas qu'ici. Ça reste un peu. La deuxième question, vous ferez la plupart de vos remarques auprès du préfet, et il tranchera, et j'espère vraiment qu'il tranchera, et qu'il nous apportera des éclaircissements précis. Parce que les éclaircissements et les points que vous soulevez sont extrêmement intéressants, mais sauf que pour la commune de Bolène, on attend toujours les arbitrages. Je vous donne un exemple, Marie-Claude Compart, quand elle était maire de Bolène, elle laissait le deuxième échange. M. Silio, depuis qu'il est maire, empêche le deuxième échange. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le règlement intérieur exactement comme il est. Et si M. le Préfet nous dit non, il faut un deuxième échange, on dira mais avec grand plaisir, M. le Préfet, puis on s'exécutera. Mais vous êtes gardien de la Constitution sur l'intégralité du territoire du département, et ce qui s'applique à Bolène et qui sera appliqué à Bolène, qui s'applique à Orange, devra s'appliquer à Bolène. Voilà. Ça, c'est le premier point, et c'est très important. J'ajoute que sur le règlement intérieur de Bolène qui est passé la semaine passée, les questions orales doivent être déposées 76 heures à l'avance, ce qui est complètement illégal. On verra bien. Alors vous, en plus, vous avez de la chance parce que vous dites dans la presse que le préfet vous a bien dit quand est-ce qu'il répondrait. Nous, pour un autre problème de protection fonctionnelle des élus, qu'on a toujours accordé à l'opposition et qui est refusé par le maire de Bolène, ça fait 6-8 mois qu'on a sollicité le préfet, on n'a toujours pas de réponse. Alors, vous avez des entrées que nous n'avons pas, j'en suis très ravi, et peut-être que justement, les questions que vous allez soulever nous permettront d'avoir des réponses pour Bolène, parce qu'il y a un petit problème il y a un petit problème. Et je suis content, et j'espère que vous allez écrire, et j'espère que M. le préfet vous répondra très vite. Je vous le dis très honnêtement. Est-ce que ça, dans tous les cas, je tiens à vous dire que vous serez toujours mieux traité que la manière dont sont traités les opposants dans les régimes communistes. Ça, vous pouvez en être sûr. Vous ne serez pas assigné à résidence, la police municipale ne vous encerclera pas, il n'y aura pas de problème, vous pourrez aller et venir, on ne regardera pas ce que vous faites, soyez tranquille.
vous ne subirez pas la manière dont vos collègues maltraitent les opposants dans les pays qui sont gérés par votre pensée politique. Voilà, ça, je vous l'assure. Je suis prêt même à mettre ma vie là-dessus. Madame QR, délai de 6 mois, oui, il y a un délai de 6 mois. Cependant, on a cru que c'était plus urgent de dépoussiérer le règlement intérieur de l'Interco que celui de la ville. Il n'y a pas eu trop de difficultés. Cela dit, vous voyez, il est devant vous aujourd'hui, ça n'a pas soulevé trop de problèmes. Il y a des articles qui ont disparu, oui, effectivement, on a dépoussiéré. Parce que il y a des choses qui s'appliquent même si c'est pas écrit. Je pense que toujours le piège du droit, c'est quand il est trop écrit, de toute façon. Et si vous ne saisissez pas le fait que ce pays meurt parce qu'il y a trop de lois, bon, ça vous regarde, mais il est vrai qu'on peut faire quelque chose de souple et des échanges d'intelligence si c'était possible, plutôt que de l'agressivité. Mais le jour où vous changez d'attitude, et ça n'existe pas, on peut ne pas être d'accord, et on peut même être des adversaires farouches sur des points, ça n'oblige pas d'être impoli, couper la parole, et dès que vous aurez cessé ce type d'attitude, mais il n'y aura pas de problème. Moi, je n'ai d'acrimonie envers aucun des opposants. En revanche, quand je suis attaqué, je réponds, et peut-être parfois je réponds beaucoup plus virulemment que ce qu'on m'a attaqué. Et effectivement, je n'ai pas le sens de la répartie proportionnée. C'est une expérience aussi, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que ça se calme. Mais le jour où vous serez respectueux quand les opposants seront là, les autres, il n'y aura pas de problème. On fera ça très souplement, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Donc, je vous laisse les uns et les autres solliciter le préfet pour toutes vos questions. J'attends avec impatience son arbitrage, je serai ravi de l'avoir. Oui, je voulais répondre aux questions aussi. Il se trouve que j'ai été, je crois, 4 fois élu au Conseil régional, 3 au Conseil départemental et 3 fois à l'Assemblée nationale. Donc, j'ai vu comment fonctionnaient les autres collectivités. Et je suis un peu ébahi. Parce que normalement, la liberté d'expression devrait être la plus élevée là où les questions abordées sont les plus graves. Donc, il me semble que là où la liberté de parole doit être la plus développée, c'est à l'Assemblée nationale, ou au Sénat d'ailleurs, ils sont de face d'un même miroir. Or, la liberté d'expression à l'Assemblée nationale ou au Sénat est férocement réglementée. Ça se compte en minutes par mois, 1 ou 2 quelquefois. Et bien content, quand j'ai été élu dans un groupe et élu tout seul, et bien content quand vous avez un temps de parole. Et vous pouvez lever le doigt tant que vous voulez, là. Hein, et vous pouvez répéter, écrire au préfet tant que vous voulez, là. Hein, la liberté d'expression à l'Assemblée nationale ou au Sénat est férocement réglementée. Et si vous la prenez quand même, comme vous faites, vous avez un avertissement et la fois d'après, c'est une amende. Hein, c'est une pénalité financière. On vous retient sur votre indemnité l'amende qu'a fixée le président. C'est pas comme ça ici. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez et vous vous en pouvez pas. Hein. J'en ai vu défiler avec un livre sur la tête des élus d'opposition pendant la séance. C'est vous dire jusqu'où ça va. Hein. Eh bien, vous n'avez aucun risque. Parce que qu'est-ce que le président du conseil municipal, c'est-à-dire moi-même, peut faire? Il peut vous admonester, il peut vous dire que c'est pas bien. Et alors, l'expérience prouve que quand le président de séance dit que c'est pas bien, ben, ceux qui font le c'est pas bien, ils s'en foutent, mais alors complètement. Et le fait qu'ils ne respectent pas la correction, la politesse et la loi, parce que la loi dit bien que le maire est le président de séance, eh bien, n'entraîne aucune conséquence. Quelquefois, ce n'est vu même par personne, semble-t-il. Donc, je suis un peu éberlué. Et comme toujours, c'est le pays tout entier qui en souffre de ça. Il y a, alors vous avez invoqué toutes les décisions judiciaires. Et c'est vrai que dans ce pays, ce n'est plus le Parlement qui décide, c'est la justice. C'est la justice qui décide. Et il y a tellement de juridictions que cette justice, elle juge différemment de ce que les parlementaires sont jugés. Donc, on fait un espace de démocratie totale des collectivités locales, mais par contre, là où l'avenir du pays se joue, là, la démocratie n'existe plus.
et ça n'est perdu de personne, hein, ça n'est perdu de personne, et le ridicule ne tue plus. C'est-à-dire que pour parler de rien, on va y passer des semaines, mais pour parler de quelque chose, on aura droit quelques minutes. Tout ça n'est pas très sérieux, et c'est éminemment regrettable. D'ailleurs, on le voit, quel est le gros souci de monsieur le préfet, ça a été que dans les 6 mois, on n'ait pas passé cette réglementation que l'on fait ce matin. Entre nous, ça vous a beaucoup changé la vie. Quelle importance cela a? Ça n'a aucune importance. Hein? D'autant que on va le faire, on le fait volontiers. Si on ne l'a pas fait plus tôt, c'est qu'on avait d'autres chats à fouetter. Et entre nous, hein, qu'est-ce que ça va vous changer? Rien. Alors, je déplore cette destruction de la cité qui se fait sur les dossiers importants et qui se fait partout, à tous les niveaux. Et par contre, le temps perdu, parce que c'est les décisions. Vous avez critiqué les 12 décisions d'aujourd'hui, hein, en disant qu'il n'y en avait pas assez. D'abord, il y en a assez. Si les services nous sortent 12 décisions, c'est qu'ils n'ont pas à en sortir plus pour le moment, c'est que la ville fonctionne et a de quoi travailler, et ensuite, sur le peu de conseils municipaux que nous faisons. Et si vous avez regardé toutes les autres communes, on est exactement à la même onde, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc tout ça est ridicule, hein, vous vous ridiculisez, et en vous ridiculisant, vous rendez, vous dégradez le travail qui s'est fait dans le conseil municipal. Et ça devrait être puni par la loi, mais rassurez-vous, ça n'est pas. Alors la liberté d'expression, je vous en ai parlé, hein, la liberté d'expression devrait être maximale à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il n'y en a pas. Hein. Par contre, elle est maximale ici, alors que ça ne sert à rien, hein, parce que quand je vais vous donner la parole une deuxième fois. Mais encore faut-il que vous ayez en tête le souci du bien commun et non pas le souci de votre promotion personnelle, ce qui est l'unique souci qui vous anime. Bon, effectivement, toutes vos remarques manquent beaucoup d'intérêt. Nous avons été très vigilants, je me tourne vers notre service juridique, nous avons été très vigilants sur le côté légal, vous l'avez dit. Hein, donc nous sommes persuadés que nous respectons l'égalité, nous sommes désolés que les communes voisines ne la respectent pas et que les structures de l'État qui sont faites pour qu'elles aussi les respectent ne les respectent pas. Monsieur le maire ? Allez-y. Tout d'abord, le préfet ne m'a pas fait de confidence, c'est simplement que le règlement intérieur de la TCPRO est arrivé en préfecture le 4 janvier. Donc effectivement, le préfet a jusqu'au 4 mars pour donner son arbitrage. Je ne suis pas dans les petits souliers du préfet. Deuxièmement, ce qui se passe à Grolène ne m'intéresse pas. Ben moi, ça m'intéresse. Vous voyez, tout ce qui se passe en France m'intéresse. Et d'ailleurs, même ce qui se passe hors de France m'intéresse. Je ne regarde pas comme mon nombril. Parce que vous aviez, en son temps, y compris pris appui sur le règlement intérieur de la Grande de Grolène pour faire un règlement intérieur orangeois. Donc, moi, vous savez... oui, parce qu'on se copiait le règlement intérieur des socialistes qu'il y avait avant. Et que vous critiquiez, vous. Ben bien sûr, bien sûr. Ne faites pas ce que je dis, faites ce que je fais. C'est fini la principauté d'Orange de Grolène. Ensuite, monsieur Bompard, fils, vous falsifiez mes propos, en fait. Je suis entièrement favorable à ce qui est dans la tribune du bulletin municipal, aussi bien une expression de la majorité, une expression des élus minoritaires. Merci. Je vous ai simplement dit que la loi n'autorisait pas la majorité municipale à commenter les tribunes de l'opposition comme vous le faites actuellement. Non, enfin, finissez, je vous répondrai. Et donc, de ce point de vue, il y a un jugement. Le maire de Nébromont a été condamné pour cela. Et donc, je sais que vous avez des affinités avec le maire de Nébromont, même si l'étiquette ne vous convient plus. Pas trop. Le courant politique est le même. Et donc, de ce point de vue, voilà. Après, vous savez, il y a des. Comment dire. Toutes mes propositions n'iront pas sur le bureau du préfet. Il y a des propositions qui sont soumises au conseil municipal
et mis à part le père et le fils, personne ne semble intéressé. Et puis il y a des commentaires qui devraient obligatoirement être dans le règlement intérieur, c'est sur tout ce qui a trait à la question orale. Donc maintenant, libre à vous de ne pas vouloir prendre en compte un certain nombre de choses. La question sur l'amendement, c'est la même chose. Nous avons la possibilité d'amender une déclaration. Ça fait partie du pouvoir de délibérer d'un conseiller municipal. Donc effectivement, il y a certains points où le préfet sera saisi. Pour l'instant, je voterai contre cette délibération, en vous rappelant une chose tout de même, quand même, que je n'ai pas de leçon à recevoir ni de vous, monsieur le maire, ni de votre fils, en matière de démocratie. Parce que, en fait, vous voulez évoquer, chaque fois que vous partez à l'étranger. Moi, je reviens sur le sol national, je constate que votre courant politique pendant la guerre était en collaboration avec l'occupant nazi. Et le parti auquel j'appartiens est dans la résistance. Le pacte Ribbentrop, vous ne connaissez pas? Alors bon, là, c'est effectivement, là, ça devient intéressant, par contre. Alors, première chose, le droit d'amendement, vous pouvez tout à fait... Alors, oui, alors on va se régaler. Tout d'abord, le droit d'amendement, vous l'avez, il peut se faire en commission, vous pouvez même le faire au sein du conseil municipal. Est-ce que ce sera accepté? Si c'est de bon sens, pourquoi pas? Sauf que c'est pas ce qui vous caractérise le plus, madame Aloui, ça c'est le premier point. J'ai oublié de répondre à un point, madame, que vous avez soulevé, madame Cuer, sur le... En fait, nous, on est très, contrairement à ce que vous pouvez penser, on est très légal, c'est-à-dire que si on vous dit 48 heures avant, c'est-à-dire jusqu'à vendredi 23h59, vous envoyez votre question orale et elle sera acceptée. Voilà. C'est du droit très basique. Alors, là où ça devient intéressant, effectivement, ça nous permet de faire un petit point d'histoire. Moi, j'ai déjà dit ici, je suis héritier, effectivement, d'une longue lignée de personnes de droite, surtout par ma mère, mais qui, eux, en 1939, expliquaient tout le problème qu'il y avait à l'intérieur des communistes à laisser l'Allemagne se réarmer, madame Aloui. Et je suis représentant d'un dépositaire d'une pensée politique qui n'a pas fait le pacte Ribbentrop-Molotov et qui n'a pas attendu d'être envahi pour se lever quand on sait que les communistes avaient des papiers en France parce que les nazis leur ont donné, et qu'ils avaient le droit de presse. Le droit de presse avait été remis en place par les nazis pour les communistes. Donc je n'ai pas de leçon à recevoir. Et quand on sait que les premiers qui ont rejoint le général de Gaulle, c'était l'Action française, il faut le savoir. Et je vous invite à la lecture d'un livre passionnant écrit par Simon Etchein qui s'appelle Un paradoxe français, et qui explique comment c'est essentiellement la droite radicale qui a fait œuvre qui a créé la résistance, et que la gauche est venue qu'après pour venir fusiller en 1945 celle qu'elle estimait être ses opposants politiques. Donc les meilleurs alliés des nazis, ça a été les communistes, ça a été ni l'Action française ni les Croix-de-Feu, qui eux se battaient contre la Germanie. Voilà. Donc, allez faire des petits cours d'histoire, ça vous fera du bien, et puis vous verrez à quel point, s'il y en a qui ont travaillé avec les nazis, ce sont les communistes et pas l'extrême droite. Alors, je voudrais dire un mot sur l'amendement. Dans un conseil municipal, il y a une large majorité. Donc, vous pouvez avoir droit à un amendement. Mais jamais l'amendement ne passera, hormis s'il y avait un accord de la majorité. Donc, votre attitude d'opposition systématique, vous, les amendements à l'échec systématique, amusez-vous à en faire si vous voulez. Il n'y en a pas un qui passera. Et il faut être de mauvaise foi pour ne pas en avoir conscience profondément. Si vous voulez participer à la majorité, pourquoi pas? Mais il faut avoir une attitude participative et non pas une attitude de haine et de reproche systématique et de démagogie systématique. C'est ça qui tue le débat et pas le reste. Et nous, on est tout à fait prêts à travailler avec les oppositions, avec des oppositions responsables qui seront des oppositions constructives et non pas des oppositions systématiques. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le vote est unanime, mais je vous en remercie. Dossier numéro 2. Non, 3. Encore moi. C'est bon. C'est un bon pas. Oui. Dossier numéro 3, abrogation de la délibération numéro 529/2020 et modification du règlement intérieur pour la formation des élus.
Par courrier du 19 novembre 2020, le service de contrôle de l'égalité de la sous-préfecture de Carpentras a émis une observation à l'encontre de la délibération numéro 529/2020 sur le règlement intérieur pour la formation des élus, en signalant que le règlement intérieur, dans son article 5, crée une préférence départementale dans le choix d'organismes de formation non prévus par la loi. Ainsi, conformément à la demande des services préfectoraux, il convient de procéder à la modification du règlement intérieur en supprimant la préférence au profit des organismes départementaux de formation. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir abroger la délibération numéro 529/2020 concernant l'approbation du règlement intérieur pour la formation des élus approuvé lors de la séance du 20 octobre 2020, adopter le nouveau règlement intérieur pour la formation des élus modifié, autoriser monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Oui, en fait, j'ai voté cette délibération, mais si vous avez tenu compte du courrier que je vous avais adressé en 2019 lorsque je souhaitais faire une formation et que je voulais m'obliger à en faire une sur le plan départemental, si vous avez tenu compte de mes commentaires juridiques, vous n'auriez pas eu besoin de soumettre cette délibération aujourd'hui au conseil municipal. J'en profite pour répondre à votre fils, quand même que moi je n'appartiens pas à un parti. Vous avez créé le Front National avec les anciens nazis. Donc pas de leçon à recevoir de vous. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions? Bon, juste une petite... Vous me permettez, monsieur? Bien sûr. Vous êtes toujours dépositaire d'une pensée politique qui a fait 100 millions de morts. Ça, c'est pour la fin de votre conclusion. Libre à vous, mais vous êtes toujours dépositaire d'une pensée politique qui a fait 100 millions de morts, à minima. Voilà. Ça, c'est la première chose. Par contre, en revanche, les élus nazis, ça n'existe plus. Les élus communistes, ça existe. Et ils sont dépositaires d'une pensée qui a fait 100 millions de morts. Troisième fois que je répète, c'est la dernière. Premier lieu. Sur la formation, je me permets quand même, parce que vous êtes toujours critique sur les questions légales, mais le droit à la formation des élus, quelle casse-blague. Quelle casse-blague, parce que j'avais été interloqué quand, lors de la séance où ça avait été adopté, vous aviez dit, mais pour quel centre de formation vous allez faire? Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Et en fait, j'ai cherché, mais je sais pourquoi vous m'avez posé cette question. C'est parce que les centres de formation nationaux, tous les partis politiques en ont un, et ça permet de rincer légalement, certes légalement, mais de rincer quand même, les petits copains qui du Parti communiste, qui du Parti socialiste, qui peut-être de En Marche, ils ont leurs accréditations désormais, voilà. Et en fait, nous, braves gens qu'on est, on s'est dit, bah non, on va pas faire payer à des formations à Puge-les-Pins, là où il y a des centres de formation professionnelle locaux qui peuvent très bien faire le boulot. Mais sauf que ça ne vous intéresse pas, madame Amélie. Ce que vous voulez, c'est aller dans les centres de formation qui sont des officines du Parti communiste, légales, certes, mais qui rincent le parti. Il faut le Front National ancien, ça s'appelle l'IFORAL, pourquoi c'est un peu pareil, hein, finalement, même si sur la pensée politique, quoi qu'il y a de moins en moins de différence. Quand on voit ce que ça vient Marie Le Pen, ça c'est une parenthèse. En fait, vous êtes dans ce système-là, et c'est pour ça que ça vous intéresse. Voilà. Bah, nous, on fait pas ça, en fait, les formations, on les fait faire par des gens locaux qui savent, qui connaissent bien le boulot, et pour qui, par exemple, la ville du Sud ne récupère pas de rétrocommission. Voilà. Ou ne paye pas, ou ça ne permet pas de payer les permanents. Mais c'est légal. Ça, c'est légal. La République le permet, les juges l'autorisent. Voilà. Mais je laisse ça à votre morale. On peut passer au vote? On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, le c'est adopté, je vous remercie. Dossier suivant. Dossier numéro 4, délibération de nouvelles voies aménagées dans le cadre de la création du parc Forêt d'Orange, pôle d'échange multimodal, pour le nommer avenue Saint-Christophe de Lissy. Je la fais très très court parce que je pense que vous avez tous pris connaissance du dossier. Vous voyez qu'il y a une création de voirie, et donc du coup qu'on avait placé sous le patronage du Saint-Patron des voyageurs, Saint-Christophe. Voilà, donc c'est soumis à la sagacité du conseil municipal. Vous avez laissé. Oui, madame. Oui, je ne ferai pas de polémique sur Saint-Christophe. Je m'interroge toutefois sur votre insistance à vouloir poser des bons dossiers de l'envoyé public. C'est d'accord, monsieur le maire, que vous craignez de ne pas obtenir votre visa pour le paradis. Vous annoncez dans cette délibération que cette rue fera l'objet d'une inauguration. Je souhaite vous rappeler quand même que depuis 7 ans, vous n'adressez plus d'invitation aux élus d'opposition pour les inaugurations, alors que ces dernières, les inaugurations de réalisation municipale devraient être faites par le maire et son conseil municipal. Et pour revenir sur l'aspect religieux de la dénomination de la rue, je souhaitais vous interroger parce qu'en fait la ville est responsable depuis la loi de 1905
de l'entretien des édifices religieux, y compris les statues religieuses. Et donc en fait, c'est la ville qui est responsable de l'entretien de la Vierge Marie sur la colline Sainte-Foy. Donc a été apposé sur cette statue le 8 décembre, le jour où on célèbre l'Immaculée Conception, une plaque sur laquelle il est mentionné qu'en fait on demande à la Vierge Marie de nous protéger du Covid. Et donc en fait, voilà, donc en fait il faut savoir, dans la mesure où normalement c'est la ville qui est censée entretenir cette statue, et qui peut avoir également accès à cette statue, puisqu'il y a des délits. Je voudrais savoir si c'est la ville qui a financé telle plaque, parce qu'en fait, il est clair que les principes de laïcité sont de moins en moins respectés dans cette ville, et que donc en fait, si je n'ai absolument aucune observation à faire à celles et ceux qui souhaitent marquer leur adoration à la Vierge Marie, je pense par contre que c'est déplacé de le faire sur les finances publiques. C'est une vénération. Alors j'ai deux remarques à vous faire sur ce projet qui concerne le pôle multimodal. Et puis je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, monsieur le maire, et quand les élus d'opposition ouvrent une réflexion, je vais vous en proposer une. On a fait part que sur les travaux du pôle multimodal, l'éclairage public était maintenu. Donc je voudrais, première question, savoir si c'est la SNCF qui paye ou si c'est la ville. Et ouvrir un petit débat, une grande réflexion sur la nécessité de maintenir toute une ligne d'éclairage public en termes de couvre-feu. Ça, c'était ma première remarque générale. La deuxième remarque générale, donc, oui, je ne suis pas contre le nom du saint patron des voyageurs qui a été donné sur la création de cette avenue. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que cette avenue va se prolonger jusqu'à l'aire de stationnement où il va y avoir ce pôle multimodal avec les taxis, les bus. Est-ce que l'on aura possibilité de prolonger? Parce que dans la prochaine délibération, on se rend compte que ça va prendre le nom à la place de la rue des Lilas, qui va engager des frais supplémentaires à tous les riverains. Et je voudrais savoir, et notamment sur les frais d'immatriculation, lorsque les véhicules datent d'un an, je ne sais plus quelle date. Et je voulais savoir quel allait être l'effort consenti sur l'accompagnement des orangeois, sur toutes les formalités de changement de nom de rue et les implications de coûts supplémentaires de cette région. Parce que c'est tout. Une question, je réponds à la question théologique de notre collègue communiste Fabienne Aloui pour savoir est-ce que Jean Bompard va aller au paradis. Alors je vais vous reprendre, et je le souhaite à tous, je vais reprendre une phrase de Sainte Jeanne d'Arc, sainte patronne de la France, qui, quand l'évêque Cochon lui a demandé si elle pensait qu'elle allait au paradis, elle avait répondu si j'y suis, que Dieu m'y garde, et si j'y suis, que Dieu m'y mette. Voilà, comme ça évite l'orgueil. Je vous le souhaite à tous, hein, même à vous, Madame Aloui. Je souhaite qu'on se retrouve au paradis, même si peut-être vous en avez un peu moins à la maison. Deuxième point, alors c'est pas une adoration pour la Vierge Marie, c'est pas une vénération. C'est pas le même degré. L'adoration c'est que pour Dieu. Vous avez un petit cours parce que vous êtes plus calé sur l'islam que sur le catholicisme. Mais le catholicisme, ça a 1500 ans en France. Donc c'est un privilège pour nous. Pour nous, c'est un privilège, le catholicisme. On ne va pas s'en cacher. C'est-à-dire, ça a créé nos villes, ça a créé notre civilisation, ça a créé tout ce qui fait que l'Europe est, pour moi, le plus beau continent du monde. Je ne veux pas dire que les autres ne sont pas bien, mais c'est vrai que j'ai une affection pour l'histoire et l'identité chrétienne de la France qui date de 1496, depuis le baptême de Clovis, voilà, etc. Donc oui, effectivement, vous voulez rayer ça, vous êtes une déconstructrice, donc vous voulez rayer les 1500 ans d'histoire de la France, c'est votre travail, c'est le travail de tous les communistes. Les communistes ont toujours été des acharnés, des matérialistes, que ce soit contre... Il n'y a qu'avec l'islam que ça se passe bien. Mais sinon, que ce soit vis-à-vis du judaïsme ou vis-à-vis du catholicisme, le communisme a une haine féroce, on sait comment ils ont traité
et les rabbins et les curés sous le territoire communiste, qui sont tous finis dans les goulags, effectivement, bon, je comprends que vous vouliez continuer de détruire la France. C'est peut-être pour ça aussi que maintenant le Parti communiste s'effondre. C'est peut-être pas plus mal. Sur la plaque, ça s'appelle, pareil, je vous donne un petit cours, c'est quand même incroyable que vous ne sachiez pas, ce que vous appelez une plaque, ça s'appelle un ex-photo, c'est un souhait. Du coup, ça, c'était fait par la paroisse d'Orange, qui effectivement, dans le cadre de ces missions, a souhaité mettre la protection des Orangeois sous la Vierge Marie, parce qu'on a nombre d'exemples dans l'histoire française. Si vous y intéressiez plus, vous le sauriez, qui ont fait qu'il y a eu effectivement des événements miraculeux grâce à la Vierge Marie. Voilà, donc du coup, moi je remercie publiquement, je l'ai fait sur mon petit réseau social, mais je le refais publiquement, je remercie sincèrement la paroisse pour cette œuvre qu'elle fait là, de bienveillance envers tous les Orangeois. Ça m'a l'air bon, je ne sais pas si j'ai raté quelque chose pour vous, Madame Aloui. Alors, Madame Pierre, j'ai besoin d'une précision. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à l'éclairage? Vous voulez qu'on éteigne? Non, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit. Non, c'est pour ça que je vous demande. Non, je demande, premièrement, est-ce que l'éclairage public actuel qu'il y a sur les travaux, c'est la SNCF qui en a la charge, je veux dire? Alors, est-ce que c'est inutile? Ça, je vais y répondre, mais ça, j'avais compris, c'est plus la partie, je n'ai pas compris. C'est d'apporter peut-être une réflexion sur la nécessité de maintenir l'éclairage public toute la nuit. Donc vous souhaiteriez qu'on l'arrête? Non, je n'ai pas dit ça. De mener une réflexion. Est-ce que ce non, bon. Soit c'est oui, soit c'est non, ça je ne sais pas faire. Mais alors, il y a un créneau. Je vous donne mon point de vue, c'est hors de question. Je veux dire, on est dans une situation, on est en France où on est dans une insécurité qui explose en France. Vous voulez qu'on éteigne des endroits du centre-ville? Vous souhaitez qu'on réfléchisse là-dessus? Mais ça ne me choque pas. Orange est la ville la plus sécure. Oui, mais c'est pas. Vous avez vu quel est le contexte de France quand même. C'est justement peut-être parce que c'est éclairé, notamment aussi, peut-être, je sais pas. Il y a des villes qui en ont pris. Non, mais c'est hors de question. Ça, c'est hors de question. Enfin, je ne vois pas un Orangeois souhaiter qu'on le mette dans la pénombre en plein centre-ville. Bon, du coup, alors après, sur la question de l'éclairage. Attendez, sur la question de l'éclairage, c'est relativement simple. Si c'est sur des parcelles RFF, ce sera la compétence de RFF, donc au frais de RFF. Si c'est sur des parcelles communales ou intercommunales, je veux dire, c'est le seul qui fait la compétence. Et bien alors, ce sera l'éclairage intercommunal, c'est-à-dire, même si sur le territoire c'est communal. Donc du coup, ça ne bouge pas. Frais supplémentaires pour les riverains, oui. Alors ça, c'est une vraie question, mais que vous auriez vu souvent. On peut le sauver maintenant, c'est pas la question. Mais le maire a demandé justement pour éviter, mais on le fait à chaque fois. Enfin, le maire demande à ce que ce soit fait à chaque fois, que justement pour éviter les surcoûts qui vont avec, le changement d'adresse, qu'il soit bien inscrit sur la plaque anciennement rue de machin ou rue de truc, justement pour que les gens n'aient pas à faire, qu'ils ne perdent pas leur courrier ou qu'ils n'aient pas à faire de diligences supplémentaires et parfois coûteuses, effectivement. Donc ça change rien, normalement. Est-ce que c'est la ville qui va s'en charger, monsieur? De changer la plaque? Non, mais de faire les formalités. Il n'y aura pas de formalité, puisque ce sera marqué anciennement rue machin. Est-ce que vous avez bien remarqué, est-ce que vous avez regardé le plan de situation? Parce que c'est pareil, vous posez aussi une question sur les voiries. Vous avez regardé le plan? Donc vous avez vu que ça continue, ça n'est pas enclavé. Non. Voilà. Donc vous posez une question auquel vous avez la réponse. Non, je pose une question auquel je n'ai pas de réponse. Mais c'est sur le plan, Madame Cuer, vous voyez bien. Les riverains doivent faire des formalités. Non, les riverains n'auront pas à faire de formalités, c'est ce que je vous dis. D'accord, on verra. Ça ne bougera pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai bien répondu à tout le monde? Ah, pardon. Oui, je vais répondre un petit peu aussi. D'abord, pour faire référence aux soucis de Mme Aloui, nous sommes propriétaires de la cathédrale, nous sommes propriétaires de nombreux autres lieux de culte que nous entretenons et qui avaient bien besoin d'ailleurs d'être entretenus parce qu'ils avaient été complètement abandonnés par un prédécesseur. Donc nous rénovons notre patrimoine et la Vierge qui veille sur Orange au lieu de la colline participe, je suppose qu'on va oser une maille coupée, par politesse sûrement. Donc la Vierge qui est sur la colline fait partie aussi de la propriété communale, nous l'entretenons. Ça fait, en 25 ans, nous l'avons repeinte 2 fois.
hein, on continue. Et bien sûr, monsieur le curé, quand il a voulu mettre son ex-voto, il m'a demandé l'autorisation, et bien sûr, je l'ai lui donné, parce que c'est un objet de culte qui est aussi à disposition de la religion catholique, et qui, bien sûr aussi, est normal qu'il demande l'autorisation. Mais tout ça s'est fait. Tout à fait naturellement, et je pense que le fait qu'un ex-voto sur la Vierge Marie ne peut pas nuire à la santé des orangeois. Je pense même que ça peut être éminemment bénéfique pour la santé des orangeois. Donc ça, c'est une réponse. La deuxième, en ce qui concerne l'éclairage. En ce qui concerne l'éclairage, l'État, dans un souci d'économie, l'électricité nous demande de mettre en place des régulations de la luminosité pour la diminuer à partir de 10 heures du soir, je crois. Donc, nous le faisons parce que même quand nous ne sommes pas d'accord avec l'État, nous respectons les décisions qu'il prend puisque c'est la loi. Et normalement, partout, il y a une modulation à partir de 10 heures, une diminution de l'éclairement, mais tout en conservant suffisamment de lumière pour que la sécurité n'en soit pas impactée. Je pense que vous êtes rassurés, et le fait que vous soyez rassurés me va droit au cœur, je dormirai beaucoup mieux ce soir. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 6. 5. Numéro 5. Pardon. Dans l'intégrité, c'est pour ça. Oui, c'est le même dossier sur une partie de l'impasse des Lilas qui, en fait, une fois que ce sera désenclavé, va complètement disparaître au profit de l'avenue Saint-Christophe de Lissy, comme vous avez dû le voir dans le plan, en fait. Donc, du coup, plutôt que de garder cette impasse, ce sera marqué en dessous des panneaux d'indication, l'impasse des Lilas, pour éviter tout problème aux riverains. Même vote. Des questions. Même vote. Dossier numéro 6. Alors, dossier numéro 6, convention tripartite électricité commune d'Orange relative à l'usage des supports de réseaux publics de distribution d'électricité de basse tension et haute tension aérien pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de télécommunications électriques. Donc, en fait, très concrètement, c'est une convention entre la ville d'Orange, Enedis, qui a des gros poteaux en béton, comme vous le savez, et la Free, parce que les trois autres prestataires de téléphonie ou d'Internet ont déjà cette convention et ça leur permet de mutualiser les poteaux, et c'est quelque chose qu'on préférerait plutôt qu'une multiplication des poteaux. Je vous la fais très très tôt. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Qui est contre? On s'engage sur 20 ans. Oui. Si vous voulez voir la parole, bien sûr. On est tellement contents. Non, moi je saisir cette délibération pour vous poser une question, puisque nous avons en septembre dernier été confrontés au projet d'installation d'une antenne relais dans le quartier du Marquis. Il avait fait l'objet de beaucoup de protestations de la part des habitants du quartier. Vous aviez annoncé que vous reveniez en arrière. En fait, vous aviez au départ autorisé la construction de cette antenne et vous étiez engagé à rencontrer SFR. En fait, je voudrais savoir si cette rencontre a eu lieu et qu'est-ce qui a été décidé. Oui. Pour rejoindre Fabienne, effectivement, le 23 septembre, il y avait eu cette réunion. On n'a pas, dans ce dossier-là qui nous engage sur 20 ans, le nombre de supports pour la communication électronique, ni le cahier des charges. Et ça nous, peut-être aussi dans la réflexion, va nous placer sur, on ne sait pas comment le monde va évoluer, sur des projets d'enfouissement de ligne électrique. De ligne électrique. Enfouir les trucs, c'est pas facile. Non. Est-ce que c'est tout? Oui. Sûrement. Alors, Madame Albi, sur SFR, effectivement, on les a reçus, ils ont dit qu'ils allaient nous mettre en contentieux, et ils l'ont fait, ils ont lancé le contentieux. Donc, du coup, ce qu'on a demandé, ce qu'on avait dit, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un projet d'antenne qui s'ouvre, on se réunit avec les services et les élus qui sont sur les délégations transversales,
pour inciter à la mutualisation. Voilà, parce que très concrètement, on ne va pas se leurrer, on ne va pas s'opposer au déploiement des réseaux, surtout qu'en plus, ce n'est pas la compétence de la mairie, c'est la compétence de l'ARCEP, des divers interlocuteurs. Donc il vaut mieux qu'on mette nos forces là où on est sûr d'avoir gain de cause, clairement. Sur la question du nombre, je ne sais pas, moi je ne travaille pas chez SFR ou chez Free, Madame QR. Le but, c'est justement d'éviter la pollution visuelle et physique, en fait, c'est très clair. C'est pour éviter qu'on ait 25 000 poteaux, comme on essaye d'éviter d'avoir 25 000 antennes, c'est tout. Et sur la question des enfouissements, ils régleront ça entre eux. On n'a pas à interférer là-dedans. Nous, on interfère parce qu'on a des compétences sur l'occupation du domaine public et la gestion du domaine public. Et ces conventions nous permettent. Vous me dites quand je peux finir la question. Vous avez demandé si vous aviez bien fini. Moi, ma maman, à 5 ans, elle m'avait déjà expliqué que ça, il ne fallait pas le faire. Non, mais je ne sais pas comment mon papa aussi d'ailleurs. Voilà. Mais bon, je ne sais pas. Apparemment, ça se fait. Donc, du coup, nous cherchons la mutualisation des réseaux justement pour éviter les pollutions visuelles, électromagnétiques, etc. Ça ne va pas plus loin que ça. Après, si vous voulez trouver là aussi du vice, on va pas s'en sortir. Voilà. Sur l'enfouissement, on ne peut pas enfouir les relais, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Mais par contre, on peut enfouir les réseaux. Et pour enfouir les réseaux, nous, systématiquement, quand on fait des nouvelles voiries, on y met des tubes collecteurs de réseaux. Mais après, on ne peut pas obliger les gens à les utiliser, et donc on est embêté. On est embêté. La loi qui nous est faite à Paris ne nous a pas réglé ce problème-là, comme elle n'en règle pas, et comme au contraire, bien souvent, elle les multiplie. Mais ça, c'est à vos amis qu'il faut s'adresser pour que ça change. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier numéro 7, Catherine Gaspard. Oui, il s'agit de l'attribution d'une subvention à l'association Les Verbes Bleus, année 2021, premier versement d'un montant de 25 000 €. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir effectuer un premier versement de la subvention allouée pour l'année 2021 à l'association Les Verbes Bleus de montant de 25 000 €, de dire que cette association a satisfait aux conditions de déclaration prévues par la réglementation, préciser que les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2021, fonction 60, nature 65-74, autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Des questions? Allez-y. Oui, je vais voter cette subvention, comme je voterai également une subvention pour le foot, team orange manager éducatif, ainsi que chasse en bois. Mais puisqu'on est sur le chapitre de vote de subvention, je souhaiterais vous rappeler, je vous ai envoyé un courrier le 30 janvier dernier à propos de l'association des CDFR, qui aujourd'hui est en grande difficulté. La presse d'ailleurs ça me fait plusieurs fois d'écho. Est en grande difficulté, elle n'est pas la seule, du fait de la crise sanitaire. Je pense qu'aujourd'hui, les pertes sont énormes et que donc en fait, je rappelle quand même que cette entreprise qui a 27 ans d'existence a permis de réinsérer 1 millier de personnes depuis ces 27 ans d'existence. 1 millier de personnes qui ont été accompagnées individuellement, redynamisées socialement et requalifiées professionnellement. Donc en fait, c'est une association dont il faut assurer la pérennité. Et le courrier que je vous ai adressé, je l'ai adressé également au préfet de Vaucluse, à la CCPRO, au département, à la région, ainsi qu'à la CAF et la RSA. Et donc en fait, je souhaiterais savoir si vous souhaitez que cette association puisse bénéficier d'une subvention exceptionnelle. Si vous avez envisagé de réunir le comité de pilotage du contrat de ville dans lequel peuvent être décidées des subventions avec les différents acteurs qui interviennent dans le contrat de ville, et si également, parce qu'en fait cette association, sa première préoccupation, c'est de trouver de nouveaux marchés. Et aujourd'hui, elle est en difficulté parce que l'hôtellerie et la restauration sont fermées.
Donc en même temps, il y a aussi parfois des établissements qui peuvent fournir du travail avec, il y a par exemple des lycées qui donnent à l'association des CDFR l'entretien de l'aide liée à la restauration ou matériel de laboratoire ou technique. Et donc en fait, je vous pose la question, monsieur le maire, est-ce que vous avez envisagé à la fois d'accorder des subventions exceptionnelles à la CDFR, mais également aussi d'envisager que la ville puisse donner des débouchés à cette association? Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Monsieur le maire. Monsieur le maire. Je souhaite répondre à cette question, malgré qu'elle soit hors sujet, puisqu'on est sur les subventions des Rêves Bleus. Vous savez, tous les dossiers qui nous sont envoyés, les lettres qui nous sont écrites, sont forcément étudiés. Alors pour l'instant, nous sommes dans l'étude et nous donnerons la réponse dès que nous aurons fini d'étudier ce dossier parmi les autres. Bon, moi je vais ajouter une réflexion. La situation de traitement du Covid, elle est gérée par l'État. Et l'État distribue des milliards pour compenser les pertes de travail, les pertes de revenus, normalement toutes les structures. Et nombreux d'ailleurs sont les gens qui en sont, semble-t-il, contents, et qui disent c'est très bien, d'accord, on ne travaille pas, mais on a les mêmes revenus qu'avant, donc en fin de compte, je ne sais pas si vous avez ajouté ça, il y en a même qui semblent s'y habituer. Normalement, cette association devrait avoir intégralement les rentrées fournies par l'État en déficit de ce qu'il gagnait du temps de travailler. Si on se met à intervenir pour faire concurrence à l'État, eh bien, c'est une manière de gérer qui n'est pas la nôtre. L'État a ses compétences, il les assume, la collectivité a ses compétences, on les assume. Et je ne comprends pas comment se fait-il que cette association ne bénéficie pas des aides mises en place par l'État. Il faut être bien clair et appeler un chat un chat. Voilà. Il y a des restaurateurs qui nous disent c'est vrai que ça nous embête de ne pas vous voir, mais au fond, on ne se porte pas plus mal financièrement. Donc pourquoi certains sont-ils défrayés et pourquoi cette association ne le serait pas? Il y a des 100 milliards qui nous sont annoncés, d'autres fois des 400 milliards, tout ça distribué à qui? J'en sais rien, mais c'est pas nous de contrôler, parce que c'est pas nous qui sommes responsables. Je ne voterai pas ces trois délibérations, bien que je sois pour, mais c'est quatre. Je ne vote plus depuis fort longtemps les subventions, étant rassuré d'ailleurs que la majorité les votera largement. Donc, premier pour le dossier numéro 7. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, le dossier est adopté, je vous remercie. Pour la 8, je suppose que c'est le même vote. Oui, c'est toujours un sujet de premier. Par contre, pour la 9, le président doit sortir pour ne pas prendre part au vote. Il est temps. Oui, il faudrait que M. Dupont sorte. Peut-être aussi, M. le maire. Oui, il sort quand même. Non, moi je ne sors pas. Je ne le vote pas. Voilà. Bon, très bien. Donc, c'est l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Team Orange Manager Éducatif dans le cadre de l'organisation de plusieurs événements. Cette association, qui est née d'ailleurs en 2014, n'a jamais demandé aucune aide. C'est la première année. Ils organisent donc plusieurs manifestations, dont l'Urban Trail qui n'est que reporté, puis le 10 km, ainsi que le semi-marathon. Et donc, ils sollicitent une aide financière de montant de 1 000 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, c'est adopté. Je vous remercie. Dossier numéro 10. Et Chasse-en-Toi, il est proposé donc d'allouer une subvention exceptionnelle à cette association d'un montant de 750 € pour l'accompagnement de l'association dans la prise en charge des frais de stérilisation des chats errants et à la charge des cultures. Pas de question. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Dossier numéro 11, Pierre Marquesto. Monsieur le maire, chers collègues,
Dans le cadre de sa mission de transport urbain et scolaire, la ville d'Orange s'est dotée d'un parc de 2 bus qui sont devenus obsolètes. Afin d'assurer la continuité et la qualité de service dans les conditions de sécurité optimales, la collectivité doit remplacer ces 2 bus d'une capacité de 60 places chacun. Pour ce faire, elle a fait appel à l'UGAP, centrale d'achat. L'Union des groupements d'achat public a présenté une offre pour un bus de 65 à 70 places de marque Euliez pour un montant de 224 174 € et 60 centimes hors taxe, soit une dépense totale pour les 2 bus égale à 48 349 € et 02 centimes hors taxe. Il convient d'accepter l'offre économiquement avantageuse et de signer les pièces du marché 2021-02 avec l'Union de groupements d'achat public. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter les offres économiquement avantageuses présentées par l'UGAP pour l'achat de 2 bus de marque Euliez pour le transport de personnes s'élevant à la somme de 224 174 € 60 centimes à l'unité, soit une dépense totale de 448 349 € et 20 centimes hors taxe, d'autoriser M. le maire et le conseiller municipal délégué au marché et à l'achat public à signer les pièces du marché avec l'UGAP. De préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Oui, vous voulez poser une question? Je voulais savoir qu'est-ce qu'on sous-entendait par économiquement avantageuse. Donc on a des bus qui sont complètement obsolètes, qui sont vieux. Alors dans les 2 bus, il y en a un qui lui-même est déjà parti, qui n'existe plus. Et nous sommes obligés de louer un bus pour pouvoir le remplacer. Donc c'est économiquement, il vaut mieux qu'on soit propriétaire. Parce que dans les derniers rapports que nous avions eus là, des CVO 2019, il y avait 4 bus qui devaient être changés, donc il y en avait 2 qui ont été changés fin 2019. Et j'avais posé la question de savoir sur quelle norme euro, M. Marquesto, on allait passer là. Euro 6 bien sûr. Oui. Oui, on me dit qu'il faut préciser que c'est suivant l'appel d'offres la meilleure offre. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté. Je vous remercie. Dossier numéro 12. Monsieur le maire, chers collègues, la ville d'Orange a signé en 2017 le marché de transport en commun de personnes avec la société Sud-Est Mobilité, 6 à Avignon, pour un montant annuel minimum de 400 000 € hors taxe et maximum annuel de 1 300 000 € hors taxe. Cet accord cadre à bon de commande a été conclu pour une durée d'une année reconductible 2 fois, avec une échéance butoir fixée au 31 juillet de cette année 2021. La compétence transport sera transférée à la CCPRO à compter du 1er juillet 2021. La communauté des communes devra délibérer avant le 31 mars 2021 afin d'acter ce transfert de compétences. Les communes membres auront 3 mois pour se prononcer sur le transfert proposé. Il est proposé de prolonger par avenant pour une durée de 6 mois le marché numéro 6317 avec la société Sud-Est Mobilité, afin de permettre de transférer de la compétence dans de bonnes conditions, de rédiger un cahier des charges techniques intégrant les besoins des communes membres pour le renouvellement du marché. Ce prolongement sera sans incidence sur les montants minimum et maximum du marché. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'avenant avec la société Sud-Est Mobilité pour une prorogation de la durée du marché d'une durée de 6 mois. Autoriser le maire ou le conseiller municipal au marché et à l'achat public à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-ce que vous avez des questions? Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous en remercie.
Et je lève la séance. Merci.